On va continuer donc avec les fonctionnalités. Les fonctionnalités ou le cadre de développement, j'aime pas trop le nom de fonctionnalité en réalité, parce que c'est plutôt bah oui, quoi, la planification de la production, donc le cadre de développement, comment le contexte dans lequel on va développer tout ça. En web, on dirait que c'est définir les éléments du contenu et les fonctionnements du site. Bah, pour le jeu vidéo, ça va être à peu près la même chose, hein. Ça va être globalement la même chose, sauf que pour un jeu. Et en fait, on va passer de la question en stratégie de pourquoi on développe ce jeu, pour qui on développe ce jeu, vers la question de quel est le jeu à développer. Donc très concrètement, quels sont les éléments qu'il va falloir créer. Et bah, pour faire ça, il faut se poser des questions concrètes, tant du côté des fonctionnalités comme du côté du contenu. Donc en fonctionnalité, on va se demander comment fonctionne le jeu, donc quelles sont les mécaniques du jeu, comment est-ce qu'elles marchent, comment est-ce qu'elles interagissent entre elles, quel type de récompenses elles vont donner une fois qu'elles seront accomplies, comment est-ce que le joueur interagit avec le jeu, quel est l'input, quel est le mapping de la manette, donc comment est-ce que sont distribués les boutons interactifs sur la manette ou sur le clavier, etc., etc. Également, quels sont les comportements de la caméra, comment fonctionne l'interface utilisateur, le comportement des ennemis. Tout ça, c'est de la production, hein. C'est de la production, donc vraiment, il faut aller au détail le plus minime, parce que c'est quelque chose que quelqu'un va devoir coder, hein. C'est quelque chose que quelqu'un va devoir construire dans un moteur de jeu comme Unity ou Unreal ou un truc comme ça. Et il va devoir avoir des réponses très concrètes. Et la même chose pour le contenu. Par exemple, est-ce qu'il y aura des niveaux dans votre jeu? Comment ils seront agencés? C'est pas la même chose d'avoir des niveaux à la Tetris qui se suivent que, je sais pas, avoir des donjons dans un monde ouvert. C'est également du level design, mais c'est agencé d'une manière très différente. Hem, Quels objets il y aura dans le jeu? Quels seront les NPC? Quels seront leurs dialogues? Comment ils vont se comporter? Les NPC, c'est les personnages non joueurs, hein. Et donc, il faudra répondre à toutes ces questions et encore plus de manière très, 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 très concrète. Et donc, pour ça, je veux vous expliquer un peu comment fonctionne la production d'un jeu vidéo type. Donc ça, c'est vraiment la version idéale, hein. En réalité, c'est plus complexe que ça. Mais si on voulait développer un jeu vidéo et qu'on voulait vraiment le faire bien, au début, on ferait un pitch, donc un concept de jeu, l'expérience dont on parlait tout à l'heure, les types de fun, et on va l'exemplifier par un prototype en général, parce que souvent ce qui ne se joue pas n'existe pas dans le jeu vidéo. Euh, une fois que ce pitch est validé, donc c'est un premier aperçu de la vision créative du jeu. Une fois que ce pitch est approuvé, on va passer dans une phase qui s'appelle la pré-production. Donc en fait, c'est une phase dans laquelle on va créer une vertical slice qui est une partie du jeu qui va être finie, entre guillemets. Ça va quand même être un peu rough, mais ça sera un démo, disons, jouable et représentatif de l'expérience du jeu qui va nous permettre, en fait, c'est moins pour la production pure de la vertical slice et plus pour nous permettre de planifier la production. En fait, on pourra voir à partir de ce tout petit contenu qu'on a créé qui nous prendra déjà quelques mois, euh, de savoir quels seront les outils qu'il faudra développer euh, pour, euh, pour mieux pouvoir appréhender la création du jeu pendant la production. Si vous voyez bien, il y a une loupe qui est faite dans la pré-production et également dans la production. Ça, c'est parce que le jeu vidéo ne se développe pas comme les sites web, hein, ne se développent pas en cascade, mais bien par un processus itératif. Donc, on est tout le temps en train de réévaluer nos designs. Et une fois que nos designs sont suffisamment solides, on a un jeu qui passe en alpha. Donc, c'est un jeu avec toutes les fonctionnalités intégrées. Ça veut dire que toutes les mécaniques fonctionnent, même si le contenu n'est pas totalement intégré. Ça sera pour le bêta
qui est vraiment le moment où le jeu est presque fini. Donc, toutes les fonctionnalités sont intégrées, tout le contenu est intégré. Et finalement, le master ou le gold qui est vendu, qui est le jeu sans bug, parfait, comme ça nous arrive jamais. Mais bon, c'est l'idée, non? Et auparavant, pour définir toutes ces questions de production, hein, de cadre de développement, on utilisait quelque chose qui s'appelait un GDD, donc un Game Design Document, qui était un document qui qui développait tous les aspects du jeu. Donc vraiment, depuis le fonctionnement des mécaniques jusqu'au comportement des personnages, jusqu'au développement de la narration. Enfin, c'était une brique pas possible. Et on s'est rendu compte que, de par le processus itératif, ce type de document ne fonctionne plus vraiment. Donc le processus itératif, hein, de designer, prototyper, playtester, évaluer, redesigner, etc., etc., etc. Et ce type de document ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup trop longs à produire et qu'ils sont trop lourds à actualiser également. Alors que dans un processus itératif, il faut en permanence pouvoir réévaluer nos décisions. Aujourd'hui, on développe le jeu vidéo avec des documents beaucoup plus petits, beaucoup plus concrets, beaucoup plus modifiables. Par exemple, pour une mécanique, par exemple dans Mario, la mécanique du saut, on va avoir un document qui va décrire comment marche la mécanique du saut, qui va être lié à d'autres documents, etc. Un wiki, par exemple, est une excellente manière de créer des documents de design parce que c'est un milieu d'hypertexte dans lequel on peut faire référence à d'autres parties de la wiki et la modifier assez facilement. Yes, ouais, c'est pas mal ça. Et, et donc, le processus itératif dans un jeu est extrêmement nécessaire parce que, en fait, le fun n'est pas quelque chose qui se design directement, n'est pas quelque chose qui est facile à trouver. euh, et il faut apprendre à le voir, il faut apprendre à l'apercevoir. Et c'est pour ça qu'on fait du playtest, parce qu'on va mettre en place un design, on va le prototyper, on va se rendre compte pendant le playtest qu'en fait nos idées sont nulles, comme pour tous les game designers, hein, se confrontent à ça. Il n'y a aucun designer au monde qui construit quelque chose de parfait au premier abord, ça n'existe pas. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Euh, et du coup, cette idée de fail fast and follow the fun. Donc, je sais que le fail fast, il est un peu passé de mode, mais en tout cas, le follow the fun est très important. En fait, dans un jeu en développement, hein, des fois, vous allez vous retrouver avec la situation où il y a un élément du jeu qui est hyper fun, avec lequel les joueurs s'amusent énormément, sauf que ce n'est pas du tout le fun que vous avez prédit dans votre expérience de jeu. Et il faut être intelligent dans ces cas-là. Je vous ai dit que l'expérience, c'était la Rosetta Stone, et c'est vrai, mais il faut aussi apprendre à revoir ou à réécrire notre Rosetta Stone des fois, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus intéressant dans notre jeu que ce qu'on avait même prédit. Et c'est de là où vient d'ailleurs la complexité hein, de créer un jeu vidéo. C'est parce qu'on on fait pas seulement de la transmission d'informations, mais on essaye vraiment de divertir les gens, hein, de leur faire vivre une expérience esthétique complète et complexe. Donc voilà, pour le follow the fun, regardez toujours quand vous testez, est-ce que quelque chose est fun? Est-ce que ce n'est pas dans votre expérience? Et si ce n'est pas dans votre expérience, est-ce que ça devrait l'être ou pas? Évidemment, les fonctionnalités, le cadre de développement, ça parle également de gestion de projet, de planification, de tests, de sprint, de développement agile, etc., etc. Je ne vais pas trop vous bassiner avec ça aujourd'hui parce que ce n'est pas mon métier, puis je pense que vous êtes assez habitué à ce genre de processus. Au lieu de ça, je vais vous parler de quel est l'objectif d'une bonne gestion de projet.
L'objectif d'une bonne gestion de projet, en fait, c'est une vision créative commune. C'est une vision qui permet à tout le monde dans l'équipe de savoir quel est le jeu que vous êtes en train de développer et quels sont les objectifs du jeu. Et en fait, une vision créative commune permet à l'équipe de comprendre ce qu'ils sont en train de créer, de tous avoir la même direction de développement. C'est important parce que dans ce cas-là, les membres même de l'équipe sont capables de communiquer la vision du jeu à d'autres personnes, par exemple. Et une vision qui est claire et qui est commune, qui est partagée, hein, va permettre une production qui sera efficace. Une production dans laquelle chacun des membres va connaître ses tâches, il va pouvoir ou elle va pouvoir les comparer à, aux objectifs stratégiques du jeu, donc à l'expérience qu'on veut transmettre. Par exemple, imaginez-vous un level designer ou un UX designer qui développe une feature ou un élément visuel qui va à l'encontre complet de l'expérience de jeu. Bah, l'équipe va aussi se autoréguler. Si tout le monde a conscience de la vision qu'il faut accomplir, bah, dans ce cas-là, vous aurez un coéquipier qui vous dira hey, franchement, ton icône là, ça ne rentre pas trop dans le monde du jeu, tu vois. Et donc, cet effet-là pourra se découpler dans plusieurs domaines. Et finalement, une vision créative qui est claire, une production qui est efficace, crée un produit, un jeu qui est cohérent et qui est communicable. Donc, qui est cohérent artistiquement, hein, qu'on aperçoit et qu'on se dit ah ouais, ouais, ça a de l'identité, tu vois, c'est unique, il y a quelque chose. Et on connaît tous des jeux comme ça, par exemple Journée ou Hello, des choses comme ça. Ce genre de jeux ont marqué leur époque de par leur identité. Et également, bah, un jeu qui est bien compris, qui est compréhensible, c'est un jeu qui est partageable par les autres joueurs. Donc un jeu qui peut être résumé facilement, c'est aussi un jeu qui va commercialement mieux performer, tout simplement parce que les gens vont mieux comprendre au premier abord ce que vous voulez transmettre. Voilà, donc ça c'est pour les fonctionnalités, c'est une petite partie, mais je pense qu'il n'y avait pas énormément d'autres choses à développer. Vous me corrigerez ou vous me poserez des questions si vous voulez. Mais la troisième partie, donc c'est la structure. Et là, c'est un peu fat, c'est une partie un peu fat. Donc, si vous avez besoin d'un break ou si vous voulez poser des questions, je vous invite à le faire. Et ici, dans la structure, on va vraiment se demander quelle est l'architecture de l'information. Comment est-ce qu'on va communiquer les choses aux joueurs de telle manière à qu'ils puissent jouer. Et en fait, de telle manière à qu'ils puissent bien jouer, c'est-à-dire qu'ils aient du gameplay engageant, qu'ils aient du fun. Euh, cette notion de gameplay engageant est très importante parce que elle est presque équivalente pour vous dans l'UX à de la transmission d'informations effectives. Et on va s'arrêter un peu sur la boucle HMI que vous devez sans doute connaître, mais je vais la réviser un peu, qui décrit comment un humain va interagir avec une interface digitale. Donc, comment est-ce que l'humain, à travers ses mouvements, à travers ses inputs, ses mains, sa voix, etc., va activer les senseurs de l'ordinateur qui va processer l'information qui lui a été donnée pour ensuite renvoyer l'information au joueur à travers ces displays, donc l'écran, mais également les vibrations, ce qu'on disait des feedbacks haptiques, et le son, hein, très important dans le jeu également. Et le joueur va interpréter ces stimuli avec ses sens, et du coup, il va pouvoir les processer de la même manière que l'ordinateur pour recommencer la boucle et interagir avec l'ordinateur. Le gameplay engageant partage des caractéristiques très similaires avec la machine. En fait, c'est le même schéma, sauf qu'on prend en compte quelques éléments de plus. Donc, un gameplay engageant, déjà, c'est un gameplay qui est compréhensible. C'est-à-dire que les displays que la machine nous envoie, les displays que le joueur reçoit, qu'on va appeler game state, donc l'état du jeu, hein, doit être compréhensible. Le joueur doit pouvoir se dire « Ah, il se passe ça dans le jeu. C'est ça qui est en train de se passer. » Et du coup,
vu qu'il sait ce qui est en train de se passer, il va pouvoir se poser des objectifs clairs qui vont être personnels, donc intrinsèques, ou que le jeu va lui poser, qui seront extrinsèques, extérieurs. Euh, mais en tout cas, il y aura des objectifs clairs autour desquels le joueur pourra planifier. Et là, vous allez me dire que, bon, planifier, d'accord, mais sur quelle mesure temporelle? Et il faut penser à ça comme un échange très, très rapide, en fait. Donc là, le schéma que je suis en train de vous montrer dure 1 seconde, voire moins dans certains cas. Et du coup, cette transmission, c'est vraiment un clic, quoi. Un clic euh, effectue toute la boucle et le joueur doit être capable de voir ses objectifs et de comprendre l'état du jeu seconde à seconde pour pouvoir planifier, donc créer des, euh, des attentes, enfin, créer des attentes par rapport à lui-même devra effectuer, exécuter dans le jeu pour surmonter les défis qui auront des issues incertaines. Et ça, c'est très important parce que un jeu que vous savez que vous allez battre n'est pas intéressant. Et ça vous a certainement arrivé dans des jeux compétitifs, par exemple, dans lesquels vous êtes beaucoup meilleur que votre adversaire, aux échecs, par exemple. Si vous avez déjà joué aux échecs avec un enfant, il est très, 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 très facile de gagner. Et dans ce cas-là, le jeu cesse d'être intéressant. Et c'est pour ça qu'il faut du défi pour avoir du gameplay engageant. Et il faut des issues incertaines aussi. Le joueur ne doit pas savoir s'il va accomplir ce défi ou pas. Euh, et du coup, être surpris, hein. La surprise fait grande partie du jeu. Et finalement, si le joueur réussit euh, son défi, il faut qu'il soit récompensé. Un jeu dans lequel vous arrivez à battre un boss et rien se passe, c'est très, très, très frustrant. Euh, donc voilà, je vous parle de gameplay engageant parce que pour vous, le gameplay engageant va être égal à de la transmission de l'information qui va être effective. Je vais essayer d'accélérer un peu. Par exemple, il faut vous demander quelles sont les informations importantes à transmettre dans mon jeu pour produire de gameplay engageant. Dans cet exemple de Tetris, il y a plusieurs informations, hein. On a le nom du niveau, on a le nombre de lignes, on a le type du niveau, et on a également le score qui se divise dans le score actuel, puis le score maximum, le high score. Et ensuite, on a la prochaine pièce qui va arriver dans le jeu, puis le niveau. Le niveau nous indique la vitesse à laquelle on est en train de jouer. Si vous avez déjà joué à Tetris, vous savez que le plus vous avancez dans le jeu, dans le temps, le plus de vitesse vous allez acquérir. Le plus rapidement les pièces vont tomber. Et donc, le plus difficile le jeu deviendra. Le score est également une information très importante à délivrer, puisqu'il donne, c'est ça l'objectif du joueur en fait. Parce que dans Tetris, on gagne jamais, sauf quand on arrive à surpasser notre propre score. Euh, et donc ça, c'est un objectif que le joueur va se mettre à lui-même, à elle-même, mais qui va être communiqué aussi par le jeu. Je veux dépasser mon score. Et vu qu'il est transmis en permanence, bah, vous voyez, vous avez cette ligne d'arrivée qui est de plus en plus proche, mais qui est rendue de plus en plus difficile. Et finalement, l'élément que je pense qui est le plus important, c'est le tétromino qui va venir ensuite. C'est comme ça qu'on appelle les pièces de Tetris, les tétrominos. Euh, et en fait, c'est ça qui va permettre aux joueurs de planifier et de faire des choix informés précisément. Vous voyez, donc des choix informés dans son gameplay. Donc, il faut donner de l'information aux joueurs pour qu'ils puissent faire ce type de choix. Euh, il y a plusieurs sources d'informations dans un jeu. Il y en a qui sont diégétiques, il y en a qui ne sont pas diégétiques. Donc, diégétiques, ça veut dire qu'ils sont inscrites dans le monde du jeu, hein.
Donc, par exemple, ici dans Tetris, les informations ne sont pas diégétiques. Elles ne sont pas à l'intérieur du monde du jeu. Elles sont inscrites dans l'interface utilisateur. Et les sources d'informations diégétiques sont l'avatar, donc tout ce qui est relatif au personnage ou à la chose que le joueur contrôle. Il y a les informations qui vont être à l'intérieur du niveau lui-même, donc au monde qui entoure l'avatar. Il y a également les informations transmises par les agents. Les agents, ce sont les ennemis du jeu, mais en fait, ça va être aussi tout autre élément du jeu qui a un comportement et qui affecte les règles du jeu. Par exemple, enfin, je vais vous mettre des exemples après. Et du côté des non diégétiques, bah, ça va être l'interface utilisateur. Donc, vraiment toute l'information qui n'a pas été inscrite dans le monde du jeu. Et ensuite, les menus qui est plus relatif au jeu comme software, hein. C'est vraiment là où on aura les options d'accessibilité et ce genre de choses. Donc, petit exemple sur Mario. L'avatar, bon, ça va être Mario. Lui, ça va être tout ce qui est en haut de l'écran. Désolé, voilà. Les agents vont être le Goomba, puis le champignon aussi. Donc, les collectibles sont aussi des agents. Et il y a plusieurs éléments du niveau, par exemple, les cubes qu'on peut casser, le tuyau qui est un obstacle, etc. etc. On peut on peut répéter ce processus pour tout type de jeu. Donc, par exemple, avec Doom, où on a les mêmes choses, hein. On a les ennemis qui sont les agents, on a lui en bas à gauche et en bas à droite, et en fait dans tous les coins, qui nous transmet, euh, qui nous transmet de l'information. On a des informations dans le niveau. À gauche, on a un pack pour nous soigner, et à droite, on a un ascenseur du niveau, hein. Et puis, cette UI qui est relative, c'est de l'UI, mais elle est relative à l'avatar, c'est les dommages que reçoit l'avatar. Donc, demandez-vous, quand vous allez faire un jeu et vous allez faire du gameplay engageant, c'est important de se demander quelles informations il faut transmettre aux joueurs, comment je vais les transmettre et par quels moyens. Et les moyens, ça va être précisément ces éléments-là. Est-ce que ça va être un moyen inscrit dans le jeu? Est-ce que ça va être diégétique? Est-ce que ça va être dans le niveau? Ou alors, est-ce que c'est trop abstrait? Du coup, il faut le transmettre dans l'UI, par exemple. Ce genre de choses. On va continuer. Alors, je vous ai dit que ce processus-là d'échange de gameplay engageant est un processus qui est très rapide, hein. Une seconde, voire moins, pour des jeux très rapides. Pensez par exemple à un versus fighting, Street Fighter ou King of Fighters, dans lequel vous voyez le mouvement de votre adversaire, vous réagissez avec un input, vous bloquez ou vous le tapez, et lui le voit, et du coup, l'échange commence et il est extrêmement, extrêmement rapide. Donc, vous, pour mieux pouvoir gérer ou vous projeter dans cet échange rapide, je vais vous partager un outil qui s'appelle les signes et feedback, donc les boucles de signes et feedback, qui vous permettent de savoir quelles informations vous transmettez aux joueurs dans ce processus. Donc, les signes, c'est des éléments qui indiquent aux joueurs ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est des choses passives, souvent. Par exemple, le bloc en hauteur pour Mario, c'est un signe que Mario peut sauter quelque part. Puis ensuite, le joueur va effectuer une action en se basant sur ce signe, et la machine va répondre à cette action par le feedback, donc une réponse pour communiquer aux joueurs les conséquences de ces actions. Là, on a un exemple très concret dans lequel le signe, c'est le champignon qui apparaît dans l'écran et qui se déplace vers la droite. L'action de Mario, c'est de sauter vers le champignon, et le feedback que le joueur reçoit, il est multiple, hein. Donc Mario attrape le champignon, il est suspendu en l'air, il grandit, il y a des points qui apparaissent et qui montent dans l'écran en plus de la
des points qui sont comptés en haut à gauche dans l'UI. Et en plus, Mario ressaute une deuxième fois dans l'air, fait un espèce de double jump. Et donc, cet échange-là de signes et feedback s'inscrit dans un autre outil qui s'appelle le tableau des signes et feedback, qui, vous allez me dire, serait kilométrique si on essayait de décrire tous les interactions dans un jeu. Et effectivement, il est kilométrique. Donc, c'est même pour un jeu très simple entre guillemets, comme Mario, bah, on aura des dizaines d'interactions possibles, de parties qui interagissent entre elles. Mais ça nous permettra de savoir très concrètement quels sont les éléments qu'on va communiquer aux joueurs. Et en fait, ce tableau de signes et feedback, vous pouvez le définir avant même de prototyper les signes et feedback que vous allez faire. Mais vraiment, c'est un outil de formalisation de communication avec le joueur. OK. Donc, un autre élément de la structure qui va au-delà des 5 éléments de l'UX, mais qui est tout aussi important, c'est les tutoriels. Le jeu vidéo, c'est un média qui s'apprend. C'est quelque chose qui le différencie de tous les autres types de médias, puisque vous ne pouvez pas mal voir un film. Vous pouvez ne pas comprendre un film, par exemple. Ou vous pouvez ne pas apprécier une peinture, mais vous ne pouvez pas mal la voir. Personne ne peut vous dire que vous avez mal vu le film ou mal vu la peinture. Alors que c'est très facile de dire à quelqu'un qu'il a mal joué un jeu, que c'est un mauvais joueur. Et ça, c'est parce que les jeux demandent des compétences, demandent de la performance de la partie des joueurs. Et pour performer, bah, au début, il faut savoir apprendre. Le jeu vidéo est un médium qui s'apprend et il faut être très conscient de ça, puisque ça va être votre travail, quand un joueur arrive dans le jeu, de lui communiquer les éléments du jeu. Et ça c'est vraiment le tutoriel. Je pense que c'est un des éléments les plus importants de l'UX dans le jeu vidéo, parce que c'est le moment où vous allez dire aux joueurs comment est-ce que le jeu fonctionne. C'est le moment où vous allez pouvoir lui donner des informations supplémentaires par rapport aux mécaniques du jeu, en plus des signes, des feedbacks, de l'interface utilisateur, etc., etc. Alors, je vais explorer quelques règles des bons tutoriels, quelques règles ou quelques principes qui sont utiles à savoir. Tout d'abord, en voyant Mario, ici, dans ce niveau-là, vous allez vous dire qu'il est très simple, qu'il est très rapide, mais en fait, c'est une incroyable leçon de tutoriel, parce que il se passe beaucoup de choses en très peu de temps. Ce niveau, c'est le premier niveau de jeu du premier Mario, donc, de Super Mario Bros. Et donc, le premier élément que le joueur voit quand il avance à droite, bon, déjà, le personnage est tout à gauche, donc il sait qu'il faut aller vers la droite. C'est l'espace de possibilités, c'est l'espace qui est laissé, hein, Gestalt. Euh, et donc, le joueur va avoir tendance à explorer vers la droite. Et le premier élément qu'il voit quand il se déplace, c'est le cube avec un signe d'interrogation, hein. Et là, il va se dire, mais il est trop haut, comment est-ce que je peux l'atteindre? Je peux certainement sauter ou quelque chose. Donc, premier input de joueur, bam, il découvre qu'il peut sauter et il découvre que les cubes avec des signes d'interrogation lui donnent des choses. Et en plus, quand il termine de sauter, il y a un ennemi qui s'approche. Et là, je suis désolé, mais la personne qui a fait le GIF a raté son saut. Mais normalement, si vous continuez à avancer, le même saut que vous faites quand vous tapez le premier cube vous permet d'aller tuer le Goomba qui est devant vous. Donc, dans la même action, vous apprenez que déjà, vous pouvez sauter, que vous pouvez interagir avec les cubes avec des signes d'interrogation et qui vous donnent des bonus, et qu'en plus, les ennemis, vous pouvez les battre en sautant. Et donc, ensuite, une fois qu'on a déjà appris ça, on voit d'autres cubes avec des signes d'interrogation, on va donc les ouvrir, et là, on découvre un champignon qu'on va attraper,
et qu'on va découvrir qui nous donne une vie supplémentaire, hein. Pas vraiment une vie supplémentaire, mais en tout cas qui nous permet de supporter un dégât supplémentaire. Donc, vous voyez, en fait, dans quelques secondes de gameplay, en fait, on a énormément d'informations. Et c'est ce degré de polish dans les tutoriels qu'il faut réussir à avoir. Et donc, pour cela, il faut suivre quelques principes de base. Le premier étant, un bon tutoriel ne ressemble pas à un tutoriel. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont en train d'apprendre. Ils n'aiment pas être pris par la main. Et donc, il faut faire semblant qu'on fait un tutoriel sans vraiment faire un tutoriel. Dark Souls, le premier du nom, fait un travail incroyable avec ça. Donc ça, c'est le premier ennemi agressif que vous rencontrerez dans le jeu. C'est vraiment, vous commencez dans le jeu, vous battez quelques ennemis qui peuvent à peine vous taper, et vous allez tomber sur ce démon, le démon de l'asile, qui en fait, à ce niveau-là, à moins que vous ayez des compétences de ouf, il est imbattable. Vous ne pouvez pas le battre. Et là, le joueur commence à se demander, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour commencer à jouer? Je n'ai même pas commencé, je suis déjà bloqué. Et en fait, le jeu permet aux joueurs de esquiver cette partie du tutoriel avec la torche qui nous incite à aller vers la gauche et à côté de laquelle il y a une porte à travers laquelle on peut passer pour échapper à ce démon-là. Mais vous voyez, dans ce tutoriel-là, de cette manière-là, Dark Souls impose son identité pour le joueur. Il lui dit, je vais être un jeu difficile, je vais être un jeu qui ne va pas te ménager, mais je vais être aussi un jeu dans lequel tu vas devoir trouver des issues alternatives. Tu vas devoir penser à d'autres tactiques de faire les choses, en plus du simple bourrinage. Un bon tutoriel, comme je vous l'avais dit, hein, comme pour le gameplay engageant, présente des défis aux joueurs. C'est très frustrant quand vous êtes en train de jouer et que, en fait, le tutoriel, c'est juste une espèce de présentation PowerPoint guidée qui présente aucun défi. Donc, il faut présenter aux joueurs des défis pour qu'ils puissent les surmonter, mais il ne faut pas que les tutoriels soient punitifs. Il ne faut pas que si le joueur rate ce défi, ils doivent revenir au début, par exemple. Ça ne fait pas sens. Il faut challenger le joueur sans le punir dans un tutoriel. Ensuite, un bon tutoriel comporte très peu de texte. Ici, dans The Binding of Isaac, vous pouvez voir tout le tutoriel du jeu est inscrit dans cette pièce. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez attaquer. Ouais, et à casser l'immersion aussi parfois. Exactement. Et c'est mon autre. Donc, alors, vous avez besoin de peu de texte. Vous devez mettre peu de texte, sauf quand le texte est absolument nécessaire. Donc, il y a des types de jeux dans lesquels on ne peut pas aller passer outre le texte. Et donc, si vous développez un jeu, si vous développez le tutoriel d'un jeu, il faut vraiment que vous vous demandiez est-ce qu'il faut absolument mettre du texte ici ou est-ce qu'il y a un autre moyen de faire passer cette information? C'est le cas, par exemple, de Half-Life, qui est un exemple, enfin un modèle, un emblème du jeu vidéo, dans lequel donc vous arrivez dans cette pièce. Donc Half-Life est c'est un FPS, hein, c'est un jeu de tir, mais dans lequel vous avez une arme qui contrôle la gravité, qui peut attraper des choses. Et donc vous arrivez dans cette pièce, vous voyez cette espèce de monstre un peu humanoïde, mais vous voyez quand même qu'il n'est pas gentil, et qui est coupé par une scie, d'accord? Donc ça, c'est déjà plein d'informations qui est transmise au joueur. Et ensuite, la séquence d'après, le joueur voit ça. Donc il voit les scies qui sont collées au mur, il peut les prendre, et au moment où il les prend, et ça c'est scripté, hein, ça c'est défini dans le code du jeu, quelque part le code dit quand le joueur prendra cette scie, le monstre sortira de la porte. Et le joueur, à ce moment-là, en ayant vu ce qu'il a déjà vu, bah, il sait exactement quoi faire. Il sait exactement quoi faire puisque le tutoriel est affordant. Et sans communiquer, sans utiliser une ligne de texte, Half-Life a appris aux joueurs comment
comment battre un ennemi qui est une tâche suffisamment complexe. Donc voilà, encore une fois, un bon tutoriel est distillé sur le temps. Ça veut dire que on ne peut pas donner aux joueurs toute l'information d'un coup. C'est comme si au début d'une année scolaire, dans un cours, le prof de maths essayait d'enseigner tous les sujets, en un jour. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Les gens ne l'apprennent pas. Donc, il faut, au lieu de ça, mettre des skill gates. Donc, rappelez-vous, hein, les défis, un bon tutoriel doit présenter des défis aux joueurs. Et en fait, à chaque fois que le joueur va apprendre une mécanique, on va lui poser un défi qui devra surpasser pour pouvoir continuer avec le reste du jeu. Et on fera ça à chaque fois qu'il apprendra une nouvelle mécanique pour s'assurer qu'il aura bien compris. Et ça fait partie aussi du travail de l'UX, vraiment, hein, de voir si le joueur a pris la mécanique, il a intégré et il est capable de l'utiliser, quitte à mettre des niveaux de jeu entre les mécaniques. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que vous aurez à juger par vous-même. Euh, Est-ce que vos mécaniques sont complexes? Est-ce qu'il y en a beaucoup? À quel moment il faut les enseigner? Ça, c'est quelque chose qui vous appartiendra. Tous les jeux sont différents. Euh, un bon tutoriel est aussi un tutoriel qui peut être consulté à n'importe quel moment. C'est un tutoriel auquel on peut revenir. Ça, c'est le début du jeu de Cuphead, par exemple, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le platformer. Et en fait, à n'importe quel moment, vous pouvez revenir dans la map pour voir le tutoriel et le faire à nouveau, puisque le jeu vidéo, en fait, c'est quelque chose qui s'oublie aussi. Donc, quand vous jouez pas à un jeu, si je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, de lâcher un jeu pendant 2-3 semaines et de revenir et en fait d'avoir tout oublié. Il faut être conscient de ça et il faut designer autour de cette problématique. Et c'est ce que fait par exemple le jeu de Outer Wilds dont je vous ai déjà parlé, donc ce jeu d'exploration spatiale dans lequel on est attrapé dans une boucle temporelle. Et dans le vaisseau du jeu, dans les logs de la machine, dans les entrées, en fait, on va avoir cette espèce de map d'idées qui représente toutes les découvertes que le joueur a fait. Et encore plus que ça, cette map va nous dire quel où est-ce qu'il y a encore de l'information à trouver? Donc cette map-là nous permet très facilement de retourner dans le jeu sans devoir de tout nous rappeler, sans devoir visiter tous les espaces de jeu qu'on a déjà visités et en une demi-heure de nous réintégrer dans le jeu, de lire les entrées et de savoir: «Ah, il faut que j'aille là parce que c'est là où sont les éléments à découvrir». Donc voilà, un dernier élément ça c'était pour les tutoriels et un dernier élément de la structure de l'information, de l'architecture de l'information, c'est la protection contre l'erreur. Donc vous connaissez certainement ça. Hem, il y a tous les jeux, tous les logiciels ont ce message type, «Est-ce que vous êtes sûr de vouloir quitter le jeu? On est triste, on est triste». Hem, Ça c'est l'exemple type de protection contre l'erreur, mais il y en a d'autres dans le jeu vidéo, comme, par exemple dans le jeu de Civilisation, dans lequel vous gérez précisément un peuple que vous allez devoir développer jusqu'à la modernité et dans ce jeu, vous pouvez déclarer la guerre à d'autres peuples, à d'autres civilisations et le jeu précisément vous protège contre, contre une déclaration de guerre trop hâtive ou qu'on aura fait sans faire exprès. Donc c'est à peu près le même type de protection contre l'erreur, mais appliqué dans un contexte différent. Il faut que vous vous demandiez dans votre jeu quelles sont les actions qui pourraient être dommageables pour le joueur s'il les prend sans connaissance de cause et du coup, intégrer ce genre de protection contre l'erreur pour pouvoir revenir en arrière ou ne pas continuer ce chemin. C'est le cas aussi d'un autre jeu qui s'appelle euh, Into the Breach, qui a une utilisation de la protection contre l'erreur très, très, très intéressante. Donc, c'est un jeu qui se joue au tour par tour. Vous contrôlez des mechas que vous pouvez déplacer dans l'environnement et utiliser pour tuer les insectes aliens qui veulent détruire vos villes. Euh,
Et vous avez donc deux types d'actions différentes. Vous pouvez vous déplacer et vous pouvez attaquer. Dans le jeu, à chaque fois que vous vous déplacez, vous pouvez undo move. En fait, le déplacement du jeu est complètement gratuit. À chaque fois que vous déplacez un mecha, vous pouvez toujours revenir en arrière, ce qui permet aux joueurs de planifier, de créer des stratégies, de voir comment vont se dérouler ces plans euh, sans compromettre sa position. La seule action que vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est quand vous attaquez. Donc, je peux me déplacer, je peux déplacer tous mes mechas et revenir en arrière à la position initiale. Mais une fois que j'ai attaqué, je ne peux plus revenir en arrière euh, pour que les mechas reviennent à leur position initiale. Par contre, si vous avez fait une erreur particulièrement dommageable, vous pouvez utiliser Reset Turn une fois par combat, ce qui vous permet de revenir au début du tour dans lequel vous êtes pour pouvoir refaire vos tours de manière complètement différente si vous vous êtes raté. Et donc, c'est très, très important d'appliquer ce genre de protection contre l'erreur. Euh, je vous conseille vraiment de penser aux éléments dans votre jeu qui vont être, qui peuvent être nuisibles aux joueurs, en fait. Il n'y a rien de mauvais à donner aux joueurs un peu de contrôle par rapport aux événements du jeu, si ça améliore l'expérience. Encore une fois, chaque jeu est différent. Vous aurez à déterminer par vous-même quels sont les éléments de protection de l'erreur à appliquer. Et c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez intimement l'expérience que le jeu dont vous êtes en train de travailler transmet pour pouvoir prendre des décisions informées par rapport à ce genre de thème. Voilà, donc ça c'était pour la structure. On va passer au squelette. Et la comparaison entre le web et le jeu vidéo est pareil, à peu près la même. Dans le web, on va dire que on va répartir les éléments interactifs sur le contenu de la page, alors que sur le jeu, ça sera les répartir autour du jeu. Je crois qu'on est presque à court de temps. J'ai encore deux sujets, mais je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors, le premier élément dont je veux vous parler, c'est le navigation design. Donc, vous connaissez en web comment est-ce que vous naviguez dans une page 1. Vous arrivez en général dans une landing page, merci Pierre, dans une landing page qui va vous permettre d'avoir accès à d'autres catégories qui vont elles-mêmes vous permettre d'avoir accès à d'autres informations ou d'autres pages plus précises. Dans le jeu vidéo, la navigation en tant que UI, interface utilisateur, se fait d'une façon tout à fait différente. L'organisation va être autour d'un écran de jeu principal, à partir duquel, en fait, on pourra avoir accès à d'autres informations sans forcément nous sortir de l'écran du jeu. Et ça, c'est très visible, notamment dans l'organisation des wireframes qui sont créés pour les sites web et pour le jeu vidéo. On peut très bien voir que le wireframe dans un site web, ça va utiliser toute la page, ça va avoir des images très grandes, ça va avoir plein de textes répartis dans toute la page, alors que le wireframe d'un jeu vidéo va essayer de laisser le plus d'espace au centre de l'écran, précisément pour laisser sa place au monde du jeu, aux informations qui sont diégétiques, comme on avait vu avant, et donc de présenter les autres informations, les informations de l'interface utilisateur qui ne sont pas diégétiques et qui donc vont avoir tendance à s'organiser autour de l'écran plutôt qu'au centre de l'écran. Et on peut vraiment voir cet effet dans plein de jeux. Ouais, exactement, ouais. Ouais, c'est ça. L'interface du jeu peut évoluer organiquement, et ça, on le voit dans plein de types de jeux. Donc ça, c'est Age of Empires, c'est un jeu de stratégie en temps réel. On peut voir que toute l'interface est en haut et en bas, et tout le reste de l'interface laisse la place au jeu. Pareil pour les FPS, vous avez des informations dans les coins, en haut, mais rien au centre.
et sauf le crosshair, hein, bien entendu, mais l'élément qui vous permet de viser. Mais autrement, lui, en fait, permet aux joueurs d'apercevoir le reste du monde du jeu. Quelqu'un mentionnait Hades tout à l'heure. Bah, Hades, c'est la même chose. Super Giant Games, ils savent qu'ils ont un jeu qui est, qui est alléchant visuellement, qui a une DA vraiment, vraiment bien réalisée. Et du coup, ils ont une interface utilisateur qui répond à cette DA, à cette direction artistique, qui laisse la place à la DA. Sans pour autant ménager ces informations, vous pouvez bien voir qu'il y a aussi lui dans le monde du jeu, donc de l'ennemi et le petit icône juste en haut. Dans les jeux de versus fighting, on peut voir le même effet. Et vraiment, en fait, pratiquement tous les jeux euh, ont cette tendance, même les Metroidvania. Ouais, oui, c'est vrai que sur une application comptable, ça serait un peu plus dur de faire ça. Euh, ok, on va passer donc à la structure du level design. Donc, si on parlait de navigation design, euh, dans l'interface utilisateur, ici, on va parler quelque part de navigation design, mais dans le level design. Donc le level design qui est vraiment la création des niveaux du jeu. Et vous allez avoir une influence très importante dans le level design, puisque il s'agit de guider les joueurs. Ici, dans The Last of Us, par exemple, dans une mission, je crois que vers la fin du jeu, il faut rejoindre un hôpital dont on ne connaît pas le chemin, on n'a pas de minimap hein, dans le jeu, il me semble. Et du coup, les développeurs ont pris une décision très logique, hein. C'est finalement de juste prendre un signe, un panneau de signalisation et de communiquer aux joueurs l'information, donc pratiquement de mettre de l'UI dans le jeu pour que le joueur sache où aller. Un peu comme on ferait en réalité, en fait, un peu comme on ferait dans les parcs d'attractions ou dans une fête foraine, ou même dans un musée, par exemple. Je crois que ça s'appelle wayfinding, quelque chose comme ça. Euh, de cette manière, on peut aussi communiquer d'autres informations qui sont plus complexes aussi. Dans The Binding of Isaac, par exemple, quand on trouve la pièce du boss, en fait, on ne la trouve pas quand on rentre dedans, mais on la trouve quand on trouve la porte du boss. Quand on rentre dans une autre pièce, qui est une pièce normale, et cette information permet au joueur de faire un choix informé sur sa navigation. Est-ce qu'il veut in- euh, rentrer dans la chambre du boss pour le battre immédiatement, ou alors est-ce que elle n'est pas prête, il n'est pas prêt, et il veut aller continuer à explorer le reste du donjon pour être sûr qu'elle a bien tout exploré, et donc revenir vers le boss ensuite. De la même manière, dans un jeu comme Tomb Raider, on a la capacité d'escalader, mais en fait, on n'a pas vraiment la capacité d'escalader à n'importe quel endroit. On peut juste le faire là où le jeu nous le permet. Et donc, les UX designers se posent la question de comment communiquer ça aux joueurs, et ils le font par une texture, une couleur qui est différente pour ce rocher-là que pour tout le reste des rochers. Et ça communique, ça permet aux joueurs de lui communiquer très clairement par où il doit passer sans qu'il doive y avoir une flèche ou une signalisation ou encore pire, un élément d'UI qui vient vous dire un peu comme l'assistant de Word ou un truc comme ça, hey, tu peux passer par là. Euh, euh, Mirror's Edge mène cet élément-là vraiment à son extrême, hein, cette démarche-là à son extrême, où leur DA, c'est en gros une ville qui est complètement blanche, et tous les éléments en couleur, c'est des éléments qui vont permettre d'attirer l'attention du joueur, ou alors qui vont représenter des éléments interactifs par lesquels que le joueur va pouvoir parcourir, parce que c'est un jeu de parcours euh,
Mirror's Edge, dans lequel vous allez devoir sauter entre les immeubles. Et donc, tous les éléments de couleur vous permettent de connaître votre chemin et de vous diriger très rapidement, ce qui se transforme, ce qui se traduit très concrètement dans une expérience qui est guidée, qui est plus frénétique et qui est plus rapide, en fait. Parce que vous arrivez, le delta entre je sais où aller, où je trouve où aller et j'y vais, est très, très, très petit, ce qui veut dire que vous êtes tout le temps en mouvement, comme dans le parcours. Voilà, donc il y a également l'information comme assistant de jeu, donc c'est encore dans l'UI, mais il faut savoir que il y a d'un côté l'information que le joueur a besoin d'avoir pour profiter d'un gameplay engageant. Et de l'autre côté, il y a aussi des assistants de jeu qui vont nous permettre qui vont nous informer par rapport aux actions qu'on doit entreprendre et qui vont un peu alléger la charge du jeu. C'est le cas, par exemple, dans Skyrim, de la barre de navigation, qui n'est pas une minimap, hein. Attention, ça ne nous dit pas qu'est-ce qu'il y a autour de nous, mais ça nous dit uniquement dans quelle direction sont nos objectifs ou les éléments qui se trouvent dans le monde. Donc, ça ne nous permet pas de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le monde, mais ça nous permet de savoir dans quelle direction nous diriger pour le trouver. Euh, et ça se répète dans plusieurs jeux. Encore une fois, dans ce jeu de Into the Breach, dont je vous parlais tout à l'heure, je ne m'étais pas rendu compte que ça, c'était l'interface manette. Je ne savais pas que ce jeu pouvait être joué à la manette. Anyway. Ça, c'est un jeu très intéressant du point de vue de l'interface, parce qu'en fait, c'est un jeu, l'interface fait partie du jeu. Pas dans le sens où, pas dans le sens où elle est intégrée dans le jeu, mais dans le sens où le joueur joue avec l'interface. Toutes les actions des méchants, des aliens dans Into the Breach sont décrites avant qu'elles se passent. Donc, tous les lignes rouges que vous voyez, les pointillés rouges, les mechas qui sont attaqués par les différents monstres et les points où vous voyez une flèche vers le haut et le sol qui se casse, en fait, ça indique qu'il y a des nouveaux ennemis qui vont sortir dans cette partie du terrain. Et tous ces éléments-là donc, permettent aux joueurs de prévoir les mouvements des ennemis et d'agir de manière concordante avec ces actions-là. Donc, c'est vraiment le joueur qui joue avec l'interface utilisateur. Maintenant, je vais vous parler d'un exemple dans le même thème, mais plus concret, de comment est-ce qu'un élément d'UI n'est pas nécessaire pour jouer un jeu, mais ça aide. Alors dans Rocket League, qui est un jeu de football qui se joue avec des voitures à propulsion de fusées qui peuvent voler dans l'air et aller très très vite. Donc vous devez taper la balle et si vous apercevez là dans le cadre vert, vous pouvez voir que qu'il y a un marqueur blanc en dessous de la balle. Et ce marqueur blanc, en fait, nous permet de savoir où se trouve cette balle, et notamment quand elle est au-dessus de nous. Donc là, le joueur n'a aucun aperçu de la balle, il ne sait pas, elle ne sait pas où elle se trouve, mais par contre, il a deux informations qui lui permettent de savoir à peu près l'emplacement de la balle. Donc déjà, en haut à gauche, il y a la flèche, qui dit au joueur où se trouve la balle relative à sa voiture, puis le marqueur de la balle qui lui communique pas seulement son emplacement vertical précis, mais aussi sa distance au sol. Si vous voyez là, le marqueur il est complètement ouvert, c'est juste un cercle, alors que là, il y a un cercle concentrique, ces deux cercles concentriques, et le deuxième cercle à l'intérieur indique au joueur à quelle hauteur se trouve la balle. Il y a encore un autre élément d'UI qui est utilisé dans ce jeu, qui est la distance par rapport aux parois du champ de jeu, parce que le champ de jeu, en fait, il est couvert par des parois par tous les côtés et même sur le toit. Et, euh, et quand la balle
se rapproche du mur, cette ouïe peut nous informer de la distance de la balle par rapport au mur. Parce qu'il est difficile de se repérer dans des espaces 3D, surtout quand on est en train de jouer très vite. Et ça, en fait, ça permet au joueur de savoir qu'il peut monter sur le mur pour taper directement la balle, ou alors, est-ce qu'il a besoin de monter sur le mur, sauter, puis se propulser pour taper la balle, ce qui est une action beaucoup plus difficile. Donc voilà, lui nous permet de voir plus d'informations, des informations qui ne sont pas forcément nécessaires pour jouer à un jeu. Vous pouvez très bien jouer à Rocket League de cette manière sans voir grand-chose. Et d'ailleurs, il y a une dernière information que je veux vous faire passer, c'est qu'il y a des moments dans le jeu où on va se trouver dans cette position-là, et en fait, on va avoir un aperçu très faible du terrain. Et c'est pour ça qu'il y a des faisceaux lumineux qui se trouvent dans toute la map du jeu, donc au milieu, mais aussi dans les coins et principalement dans les buts, ou plutôt dans les limites des buts, pour permettre au joueur de se diriger quand il est dans ce genre de vue. Donc vous pouvez bien voir que même si le joueur ne voit pas le terrain de jeu, en fait, il peut voir les faisceaux lumineux qui lui indiquent la position où il se trouve dans le terrain, même s'il ne le voit pas. Et c'est là où je vous dis que les joueurs doivent apprendre à voir ce genre de truc. Ce n'est pas évident, ces éléments de I ne sont pas naturels. On ne joue pas au football avec des éléments de I qui nous permettent de dire à quelle distance de nous est la balle ou à quelle vitesse elle vient. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qu'on va apprendre à voir en tant que joueur, et c'est votre travail comme UX designer de faire en sorte que la transmission de cette information et l'apprentissage de cette information soit le plus sans effort possible. Et précisément, le sans effort vient à partir des conventions. Il y a des conventions dans le jeu vidéo qui sont utilisées par tout le monde et que vous devez utiliser, pas parce que c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement, mais parce que ça vous permet de faire passer de l'information beaucoup plus rapidement. Par exemple, dans un FPS, dans un jeu de tir, la vision du joueur est focalisée en permanence sur le centre de l'écran, et les indicateurs de dommages qu'il reçoit dans tous les FPS, ils sont retranscrits au centre de l'écran et peuvent donner des informations différentes au joueur. Donc, le nombre de dégâts qu'il a reçus, la quantité des dégâts qu'il a reçus, la direction de laquelle viennent les dégâts. Et ça, on peut le voir dans plein de jeux différents. Donc, Overwatch, Left 4 Dead, Medal of Honor, je crois. Ils utilisent tous des indicateurs différents, mais ils ont tous à peu près la même fonction. On peut voir ce type de convention dans d'autres types de jeux, par exemple dans les dungeon crawlers, comme ici. Je me rappelle jamais du nom de ce jeu. Bon, peu importe. Path of Exile. Path of Exile. On peut bien voir comment l'énergie est à droite, la vie est à gauche, avec des couleurs qui sont très ressortantes. Également pour Diablo, il me semble que c'est ça. Dans laquelle on va voir le même code, hein. Enfin, c'est des ronds, c'est des sphères qui sont aux côtés de l'écran, et entre elles, on a nos compétences. Également pour Torchlight, on a le même processus. Pour les jeux de voiture, par exemple, on a deux éléments qui sont très importants, l'indicateur de vitesse, puis la map qui nous permet par où aller. Et surtout, dans un jeu de vitesse, ça nous permet de anticiper les courbes. Parce que si vous ne savez pas ce qui vient devant et que vous êtes en train de conduire à 146 par heure, ça va être dur de prévoir une courbe qui est fermée, ou ce genre de changement dans le terrain. Et vous voyez bien qu'il y a certains jeux qui préfèrent mettre la vitesse à droite, il y en a d'autres qui préfèrent la mettre à gauche, mais ils respectent toujours les mêmes conventions. Il y a toujours les mêmes éléments qui sont représentés. Bon, dernière partie, design sensoriel. Donc, on va parler principalement du traitement graphique des éléments, même si il est important de se rappeler que il y a aussi des éléments sonores et des éléments haptiques, donc de vibration, qu'il faut garder en tête. C'est des moyens de faire passer de l'information qui sont très importants également.
mais on va se concentrer sur les éléments graphiques. Donc, je pourrais vous bassiner pendant 10 minutes sur les éléments du contraste, l'uniformité de l'UI, la typographie correspondante et ce genre de choses. Mais franchement, ce n'est pas mon métier et je pense que vous êtes beaucoup plus à même de penser à ce genre de choses visuellement. Donc, au lieu de ça, je vais vous parler de l'enjeu profond qui existe dans le jeu vidéo par rapport à l'interface utilisateur. Et ça, c'est celui de la transmission de l'information contre l'immersion du jeu. Quelqu'un mentionnait plus haut que des fois, la punitivité ou des fois le texte peut nous sortir de l'immersion du jeu. Bah, c'est très vrai. Quand un jeu vous demande de faire quelque chose et tout à coup, il faut lire un paragraphe de texte pour savoir comment le faire, bah, c'est pas très immersif, quoi. C'est peut-être informatif, mais c'est pas très immersif. Et on peut voir que des jeux qui veulent faire passer une expérience esthétique forte, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de gameplay, adhèrent à à un type d'UI qui en fait est très minimal ou qui est intégré dans le monde du jeu. Ici, on voit ça c'est Firewatch, un jeu qui est sorti il y a quelques années, un jeu narratif, dans lequel je crois que vous êtes euh, un garde de bois. Et donc, dans l'UI de Firewatch, les développeurs ont décidé de mettre donc une UI intégrée. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas encore joué à ce jeu, mais je ne sais pas ce que c'est que le mesureur que le personnage a dans la main, mais on voit bien que ça lui donne une information. Donc, les développeurs de Firewatch, ils ont décidé de ne pas créer de l'UI, mais plutôt d'intégrer dans un objet de jeu de manière diégétique les éléments euh, pour pouvoir immerger le joueur dans le jeu et que même quand il est en train de regarder pardon, l'interface utilisateur, même quand il la regarde, en fait, il est en train de regarder un élément du jeu et pas un élément superposé. Autrement, ils ont aussi quelques petits éléments d'interface utilisateur, mais qui sont très minimes, qui sont très cachés. Vous avez votre objectif ici en gros en haut, mais qui va certainement disparaître. Et en bas à droite, vous avez les instructions, le mode d'emploi de la canne à pêche que tient le personnage. Mais encore une fois, votre vue est tellement focalisée sur le centre de l'écran euh, que votre vue fovéale va juste, pardon, votre vue périphérique va ignorer complètement les éléments de lui, vous allez les oublier. Abzu, c'est un jeu d'exploration sous-marine qui va encore plus loin. Il n'y a pratiquement pas du tout d'interface dans ce jeu et ils le font précisément pour vous permettre de contempler le monde qui a été créé pour vous, hein. C'est un jeu très court, c'est un jeu de 2-3 heures, il me semble, et il vous donne les moyens de profiter de l'espace que vous êtes en train d'explorer. D'accord, donc dernier sujet, quand vous devez absolument faire passer une information par de l'interface utilisateur, je vous conseille d'utiliser des métaphores. Euh, donc, en fait, de transformer l'information en information qui va être diégétique, de l'intégrer dans le monde du jeu. Ça, c'est un screen de Dead Space, qui est un jeu de tir à la troisième personne. C'est un jeu d'horreur dans lequel en fait, vous explorez une station spatiale et vous allez vous affronter à plein d'ennemis, donc des zombies un peu mutants, aliens bizarres. Euh, et cet écran est intéressant parce qu'il vous transmet deux informations. Déjà, c'est un écran de tutoriel, donc cut off their limbs, écrit en sang sur le mur. En fait, c'est une instruction. C'est un élément de tutoriel qui est transmis au joueur de par un personnage qui est en train de perdre son sang ou en tout cas qui a écrit dans un mur avec du sang. Et donc, c'est complètement intégré dans le monde du jeu. Et maintenant, le joueur sait, ah, ok, donc pour les battre, il faut que je coupe leurs extrémités. Et la deuxième information qui est passée par le jeu, c'est la vie du personnage. La vie du personnage qui est indiquée par la barre bleue sur son dos, en fait. Donc, c'est pas anodin, hein, c'est pas anodin que
Dead Space utilise ce genre de méthode. Ouvrez une page Word. Je vous passerai la presse, hein, de toute façon. Je sais qu'il y a beaucoup d'images, mais je vous enverrai la présentation. Et donc, c'est pas anodin que Dead Space fasse ce genre de… Ah oui, c'est vrai. C'est pas anodin que Dead Space prenne ce genre de choix parce que c'est un jeu d'horreur. C'est un jeu qui doit vous faire peur. Donc, ça serait horrible d'avoir un indicateur de vie en gros qui flash en rouge quand vous n'êtes pas bien, qui est superposé au monde. Ce qui nous intéresse dans ce jeu, ce n'est pas l'interface utilisateur, c'est ce qu'il y a dedans, c'est la peur qu'on peut trouver dans les couloirs obscurs de ces stations spatiales. Et ils vont encore plus loin dans le même jeu, c'est-à-dire que même pour gérer l'inventaire du jeu, le joueur en fait n'a pas accès à un menu du jeu à proprement dire. Il a accès à un menu du jeu, mais qui est projeté par le personnage lui-même dans l'espace de jeu. Donc le personnage a un élément qui lui permet de faire cette espèce d'hologramme, qui d'ailleurs a des conséquences. Vous voyez bien que les éléments, ils sont pas complètement visibles, le texte, il est un tout petit peu flou, pas suffisamment pour pas être lisible, mais on le voit bien, on arrive à le percevoir. Et ça a une conséquence très marquante également dans le gameplay, parce qu'en fait, dans Dead Space, quand vous avez accès à votre inventaire, le jeu ne se met pas en pause, le jeu continue. Et du coup, ce qui vous demande de faire des manipulations de l'inventaire, par exemple pour vous soigner, vous devez faire des manipulations de l'inventaire très rapides pendant que vous avez des créatures, des monstres autour de vous qui sont en train de vous attaquer. Et dans ce cas-là, la science-fiction permet très facilement de faire ce genre de processus, d'inventer des machines magiques qui vous permettent de projeter n'importe quoi. Mais même des jeux qui n'ont pas la science-fiction comme thème peuvent se permettre de faire des choses comme ça. Dans Tomb Raider, par exemple, quand il faut que vous craftez quand il faut créer vos armes ou améliorer vos compétences, regarder votre inventaire, vous pouvez le faire sur un feu de camp. Et, euh, et du coup, c'est pas seulement un menu horrible qui vient bloquer tout l'écran du jeu, mais en fait, vous avez toujours accès au monde du jeu en même temps que vous avez accès aux éléments de l'interface utilisateur. Même Mario le fait, vous voyez? Même Mario intègre la ligne de fin du jeu, du niveau, comme un élément de jeu lui-même. Donc, ils vont je dirais qu'ils vont encore plus loin que ça parce qu'ils transforment un simple marqueur, une simple indication de vous avez fini le niveau, en un élément de jeu dans lequel il faut performer. Le plus en haut vous arrivez du tube, le plus de points vous gagnez quand vous terminez le niveau. Vous voyez, donc vous pouvez même aller aussi loin de, que de utiliser l'interface utilisateur comme un élément de jeu. Et Air Story, le jeu narratif dont je vous parlais au tout début de la presse, prend cette idée-là au, à son paroxysme, enfin à l'extrême. En fait, l'interface du jeu devient le jeu lui-même. Et c'est flagrant parce que dans le jeu, il faut que vous cherchiez des vidéos à partir de, de mots-clés. Par exemple, ici, ils ont écrit Search Term Murderer. Et donc, vous allez avoir accès aux vidéos qui font référence au mot-clé Murderer. Mais vous allez avoir accès que à 5 vidéos sur, par exemple, les 10 vidéos qui sont référencées par ce mot. Pourquoi? Parce que l'interface du jeu est défaillante, mais elle est défaillante parce que c'est un vieux système opératif euh, d'un commissariat de police des États-Unis qui n'a pas été actualisé en je ne sais pas combien de temps. Donc, l'interface utilisateur n'est pas seulement là pour assister le joueur, pour lui transmettre de l'information, mais il est là également pour faire partie du jeu. Donc vraiment, pensez à ces éléments de lui comme
comment les faire partie, quelles informations transmettre, comment les transmettre efficacement pour créer du gameplay engageant, comment permettre l'immersion du joueur dans le monde du jeu, et aussi comment permettre au joueur, comment faire que lui soit partie du jeu, soit partie du gameplay en elle-même. Pour résumer, on a vu que l'objectif d'un jeu est d'être fun. On a vu que le fun peut avoir plusieurs natures, qui est décrit dans l'article des MDA, ces 3 auteurs, où ils décrivent 8 types de fun différents: la sensation, la fantaisie, la découverte, la narration, le défi, la camaraderie, l'expression, la soumission. Euh, alors que dans les 5 éléments de l'UX, on a vu comment il faut développer l'UX pour permettre aux joueurs d'atteindre les différents types de fun. Dans la stratégie, il faut définir l'expérience du jeu, il faut savoir quel type de fun on va développer, il faut définir l'identité du jeu, il faut connaître son public cible. Dans les fonctionnalités, il faut vraiment définir précisément quel va être le contenu du jeu, comment est-ce que le jeu va fonctionner. Les fonctionnalités vont nous permettre de planifier la production pendant la pré-production. Rappelez-vous, quand on fait la vertical slice pendant la pré-production, en fait, on le fait pour planifier la production. Et pendant la pré-production, on itère sur sa fonctionnalité avec un processus itératif, mais toujours avec l'idée de follow the fun, c'est-à-dire que quand on trouve un élément interactif, un élément de fun qui est cool, mais qui n'est pas planifié dans notre expérience de base, bah, il faut le suivre quand même, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de nous remettre en question. Et ensuite, dans la structure, dans l'architecture de l'information, on a vu ce que c'était le gameplay engageant. On a vu qu'il existe plusieurs types d'informations, de sources d'informations dans un jeu vidéo, donc l'avatar, le niveau, les agents, l'interface utilisateur, puis les menus. On a vu qu'un gameplay engageant se réussit par une transmission de l'information qui est effective et qui passe par les boucles de signes et feedback, qui s'inscrivent eux-mêmes dans le tableau des signes et feedback. Ensuite, on a vu que le jeu vidéo est quelque chose qui doit être appris, et on a vu des techniques pour créer des bons tutoriels. On a vu aussi que les jeux vidéo sont un médium interactif, et dans un média interactif, on peut toujours se tromper, donc il faut protéger les utilisateurs contre l'erreur. Et dans le squelette, on a vu comment le navigation design diffère du jeu vidéo et du web, en ayant le web une navigation plus en arborescence, et le jeu vidéo un accès à l'information qui est plus direct et évolutif, organiquement évolutif, comme on l'a dit sur le chat. On a aussi vu que les éléments de l'UI ne sont pas seulement présents de manière non diégétique dans lui, mais également dans le niveau du jeu de manière diégétique, et elles sont inscrites dans le jeu. Lui peut être également un assistant de jeu jusqu'à aller à faire partie du jeu lui-même, et lui est basé sur des conventions, des prérequis ou des pré-appris par les joueurs qu'il faut utiliser pour bien communiquer nos jeux. Et finalement, que le design sensoriel, c'est une question principalement de transmission de l'information contre l'immersion des joueurs, et ça peut aller très très loin. Lui peut même faire partie intégrale du jeu en lui-même. Merci à tout le monde.